Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La légende du soleil, de la lune et des étoiles. Cette légende est extraite du recueil du R. Petrie, Contes, légendes et proverbes Fang, publié en 1919-29. Nous l'avons retenue ici parce qu'elle met en scène les personnages célestes les plus connus, et aussi parce qu'il en existe d'autres versions un peu partout dans le monde. La version Fang est cependant particulièrement originale. Dans les autres traditions spirituelles, la mise en scène de ce genre de personnages est le signe évident de leur transcendance, c'est-à-dire de leur puissance et de leur caractère sacré, alors que, dans la légende Fang, il s'agit de montrer que l'ordre céleste, la révolution rythmique du soleil, de la lune et des étoiles, etc., est à l'image de ce qui se passe chez les hommes. Mais il ne suffit pas de le proclamer, il faudra encore tenter de l'expliquer. D'une façon générale, la légende du soleil, de la lune et des étoiles est originale non seulement parce qu'elle confère à chacun des héros un rôle anthropomorphique, mais encore parce qu'elle obéit à la logique implicite du récit Fang en mettant en scène ce que P. Boyer a appelé « les pièges à penser et les barricades mystérieuses » dans son analyse du MV30. En effet, ce que révèle cette légende, c'est une opposition fondamentale entre deux camps, celui du soleil et celui du riche, et la constitution-déconstruction d'un réseau d'alliances, avec ici la lune comme objet de la quête. Nous avons montré ailleurs 31 comment, dans certains récits du MV, cette même logique de l'échange inégal fonctionne. C'est dire donc que ce texte est particulièrement riche. N ne propose pas seulement la vision Fang de ce qui se passe dans les espaces sidéraux, il ne met donc pas simplement à nu les éléments d'une démarche anthropocosmique, il révèle, et c'est cela qui est fondamental, la manifestation et la compréhension du phénomène de la jalousie et de ses supports inconscients. Au commencement, le soleil et la lune étaient mari et femme. Ils vivaient unis et eurent beaucoup d'enfants. Les enfants du soleil et de la lune, on les appelle étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles ne mangent pas les mêmes aliments que nous. Leur nourriture, c'est le feu, et c'est pourquoi ils brillent. Au commencement, le soleil et la lune étaient mari et femme. Ils vivaient unis, quand un jour vint dans leur village un chef très puissant. Son nom et son pays, je n'en sais rien, mais il portait avec lui beaucoup de coffres pleins de marchandises. Sa beauté et sa richesse étaient telles que tout aussitôt la lune sentit son cœur s'enflammer. Quand le chef s'éloigna, la lune lui avait fait signe. Au détour du chemin, ils se rejoignirent secrètement et se hâtèrent de prendre la fuite. Le soleil s'aperçoit bientôt que la lune n'est plus à ses côtés. « Où est-elle » crie-t-il à ses enfants. Ceux-ci ne savent que répondre. « Où est-elle » vous dis-je. Son visage paraît si irrité que toutes les étoiles s'enfuient aussitôt. « Ah ! Ah » s'écrie-t-il, « c'est vous autres qui avez aidé votre mère. » Il se met en chasse sur l'heure et chaque fois qu'il peut saisir une étoile, AF, il la dévore, on n'en entend plus parler. Mais elles sont tellement dispersées, et se sont aussi tellement multipliées qu'il en reste toujours quelques-unes, et même beaucoup. Et depuis cette époque, chaque jour, le soleil court après la lune et les étoiles, mais celles-ci, dès qu'elles le voient poindre au bord du ciel, se hâtent de disparaître dans leur case. Quand il a parcouru toute la partie du firmament que nous voyons, il court de l'autre côté sans jamais se lasser, sans s'arrêter un seul jour. À peine a-t-il disparu que vous voyez la lune apparaître, tantôt ici, tantôt là, car elle change souvent de cachette pour dépister son mari. Parfois, il la surprend dans son chemin et d'un coup de dent lui enlève un morceau. Parfois aussi, lorsque la lune s'attarde trop au milieu de ses enfants, il la rejoint dans le ciel et s'efforce de la dévorer. Jusqu'ici, il n'y a pas réussi car la lune est très agile. Dès que son mari la rattrape, elle se sauve au plus vite et la poursuite recommence. Il arrive encore que de temps à autre, le soleil découvre la cachette de sa femme. Il s'approche alors doucement, et parfois, pendant de longues heures, la lune n'ose sortir. Mais lorsqu'elle est libre, elle accourt aussitôt au milieu de ses enfants, les étoiles, car elle les aime beaucoup, et comme une bonne mère ne les mange jamais. Elle leur rend visite successivement, allant de case en case. Parfois même elle célèbre entre eux des mariages. Elle se jette alors autour de la tête une magnifique écharpe, le pagne même qu'elle portait le jour de ses noces avec le soleil. Dès que le soleil reparaît de l'autre côté de la terre, elle se sauve au plus vite avec tous ses enfants, n'en laissant qu'un, toujours le même, pour qu'il l'avertisse en cas de danger, et celui-ci veille attentivement, tantôt le matin, tantôt le soir. Et la poursuite continue ainsi depuis longtemps. Mais un jour viendra où elle aura une fin,
car après tout c'est l'homme qui est le maître, et c'est lui qui doit avoir raison. Sans cela, les choses ne seraient certainement pas bien. Ce jour-là, le soleil enfermera la lune dans une caverne profonde au fond de la terre, et jamais, jamais, il ne la laissera remonter. Quand la mère sera en prison, les enfants seront vite pris et mangés. 32. Structure de la légende. Si l'on cherche quel système de différence articule cette légende, on ne distingue d'abord qu'une opposition entre les deux protagonistes essentiels du récit. D'un côté un mari procréateur, mais trompé, le soleil, de l'autre la lune dans sa position essentielle de satellite, avec lors du dénouement l'affirmation d'un manque. À examiner les choses de près, on s'aperçoit que cette affirmation intervient plus tôt dans le récit, dès que la lune sent naître en elle un désir indomptable et indéfini qui remet en cause le sens de son union avec le soleil. Pour reprendre la classification morphologique de Véprop, on peut dire que ce texte présente, sur le plan formel, une structure narrative de type descendant 33, structure que les Fang affectionnent tout particulièrement. On part d'une situation normale pour aboutir à une situation de manque suite à une détérioration. D'une manière plus précise, on peut dire que l'action se déroule en 6 étapes. Durant l'étape initiale, l'union du Soleil et de la Lune est prospère, il donne même naissance à plusieurs étoiles. La deuxième étape est marquée par une première transformation, l'arrivée du riche. La troisième est celle de la naissance du désir qui aboutit à la rupture de l'équilibre initial. La quatrième étape, c'est celle où, mû par la jalousie, le Soleil va rechercher le bonheur originel. La cinquième est celle de l'intensification de la rupture. Ici, les étoiles se mettent définitivement du côté de la Lune. En outre, le riche disparaît de la scène. La dernière étape voit l'homme intervenir et se rendre maître du monde, pour retrouver le bonheur initial. D'une manière plus globale, la légende du Soleil, de la Lune et des étoiles présente 2 versants. On pourrait intituler le premier, où le Soleil et la Lune vivent un bonheur sans faille. Le second versant dans lequel la Lune s'écarte du Soleil pour vivre à l'ombre de ses désirs et de ses pulsions, pourrait s'intituler « Où la Lune se laisse dominer par ses désirs et se libère de la tutelle du Soleil ». L'on conviendra qu'il ne suffit pas de repérer cette détérioration entre la phase initiale et la phase finale, il faut encore préciser la nature de ce qui compose ces machinations et les articule l'une à l'autre. À nos yeux, ces relations reposent essentiellement sur une sorte d'échange inégal. On passe d'une phase dans laquelle les relations entre le Soleil, la Lune et les étoiles sont si parfaites qu'elles confèrent à la félicité, à une situation où la Lune s'éveille au désir. Quant à la dynamique du récit, elle provient du fait que le Soleil est mu tantôt par un désir de vengeance renforcé par la jalousie. Il convient de remarquer que cette approche ne suffit pas à elle seule pour expliquer notre légende, si l'on ne cherche pas à la relier avec les réseaux ou les noyaux de signification qu'elle sous-tend. En effet, l'étude de cette légende, d'apparence au demeurant fort simple, révèle en fait un enchevêtrement de niveaux de sens et de domaines d'habitude fort éloignés. Au premier niveau de lecture, le niveau apparent, cette légende dresse un tableau des mouvements des astres, mais au second niveau, elle essaie aussi d'expliquer le pourquoi des différentes phases de leur relation. Elle apparaît alors beaucoup plus qu'un simple traité de physique. Nous sommes d'accord avec Despaulmes lorsqu'elle affirme que le conte n'est pas le récit d'un fait divers, que son but n'est pas de seul divertissement, et qu'il transmet toujours en langage allusif un message implicite où plusieurs que l'auditoire, c'est-à-dire tout le village, aînés, cadets, femmes, enfants, déchiffrent plus ou moins aisément. Comme le mythe, mais sur un plan moins élevé, le conte est presque toujours le récit de la réduction d'une opposition, ou celui de la façon dont un manque, collectif dans le cas du mythe, individuel dans celui du conte, aura été comblé dans la mesure des forces humaines. 34. Il importe maintenant de s'atteler à une analyse plus précise de notre légende. Le niveau cosmologique. Ce n'est pas naïvement que le génie créateur Fang a mis en scène dans cette légende, le Soleil, la Lune, le riche et les étoiles. Il s'agissait pour lui de montrer avant tout comment l'homme doit se comprendre et comprendre la nature. Autant dire que cette légende veut traduire l'isomorphisme entre les structures célestes et les structures sociales et humaines. D'ailleurs, pour désigner l'ensemble du monde, les Fang emploient, soit l'expression Si-Yedzop qui signifie littéralement la terre et le ciel, soit une autre qui en découle Asi-Yaayo et qui veut dire le bas et le haut.
En réalité, on se retrouve devant une compréhension horizontale des rapports entre le plus haut et le plus bas. Ici, le Fang suppose que l'espace se tient hiérarchiquement sur 3 niveaux. Le niveau céleste où vivent Dieu et les esprits des premiers êtres et des ancêtres. Le niveau terrestre où vivent les hommes et les animaux. Le niveau inférieur, l'en dessous de la terre qui est la région des morts, des fantômes et où règnent les puissances obscures du mal. Ce que constate le Fang, c'est que c'est sur la terre que se déroule le séjour des êtres humains et des animaux. Ici devrait donc régner l'ordre du dieu des hommes, Nzam Yemebeg. Mais il semble qu'il n'en est rien. En outre, à l'intérieur de la terre, Assiété et dans les forêts, Afan, vivent les morts, Biwu, les fantômes, Békoné et les ancêtres. De la sorte, la terre serait aussi le pays où Evus pourrait affirmer sa force et aliéner l'homme, alors que le ciel qui se situe au-dessus de la terre est le lieu où vivent les êtres divins, tels que le premier des dieux, Nzam Yemebeg 35. En plus, chaque type de relation entre le soleil, la lune et les étoiles détermine un certain arrangement, un certain ordre, mais aussi un certain rythme. Néanmoins, la mécanique céleste ne se suffit pas elle-même, elle renvoie implicitement à un système de normes et de valeurs qui est appelé à régir le domaine humain. En effet, entre le soleil, la lune et les étoiles, il y a d'abord des relations positives de parenté. Cette première phase est celle de l'équilibre et de la richesse morale entre ces 3 éléments. Ici, la lune est heureuse car elle retrouve sa vraie nature. Même en tant qu'astre mort, elle reçoit sa lumière du soleil. Les étoiles, dans cette perspective, sont alors les témoins de cette communication réussie entre le soleil et la lune. Leur lueur est liée à celle du ciel. Enfin, dans cette phase d'équilibre, le soleil se révèle comme la source de la lumière, de la chaleur et de la vie. Cette situation est le propre d'une union sincère qui exprime la joie et la félicité. Cependant, tout change lorsque la lune s'en va avec le riche commerçant. À partir de ce moment, c'est la jalousie qui devient le principe d'explication du comportement des êtres. C'est elle alors qui explique, en dernier ressort, la logique de leur parcours périodique, de leurs conjonctions, de leurs oppositions et même le pourquoi des éclipses. De cette façon, le ciel n'est donc pas un élément naturel au sens strict du terme, il est le symbole à la fois d'une surréalité transcendante à l'homme et à sa propre nature. Mais il se manifeste d'abord comme un mode de l'être informel et premier qu'est Eyo. Rappelons que pour les Fang, selon Penge Maobam expliquant certains aspects de la religion Fang 36, Eyo est l'être premier. Il est, comme le soleil, la tête du ciel, Nyozop, autrement dit le symbole universel du pouvoir et de la fécondation. Il est, selon P. Laburte Tolra, un élément principal du ciel et il est lié au divin. Autrefois, c'était sur lui que les jeunes initiants au rite du sceau tendaient leurs bras, les doigts écartés en s'écriant Tara. Père. 37. Selon notre légende, ce qui est central, c'est le soleil. Par conséquent, que ce soit les étoiles, que ce soit la lune, tout cela découle et bénéficie de ses reflets, autrement dit, n'existe que relativement à lui. Le soleil bénéficie ainsi d'une prééminence certaine. D'après le père Guillemin, lors des Metunenga Mehengon Zamba, c'est-à-dire mot à mot, les offrandes réparatrices à la fille de Zamba, c'est le soleil à son lever que le connaisseur invoque plutôt que Zamba ou sa fille, pour remercier de l'année passée et implorer de bonnes récoltes 38. C'est lui aussi que fixaient les initiants au Mélan pour réaliser leur voyage initiatique 39. Le soleil est ainsi entendu comme l'élément premier qui confère la force, la puissance, la vitalité et la connaissance aux êtres humains. Il est pour tout dire central pour l'homme. Mais ce qui est certain à première vue dans cette légende du soleil, de la lune et des étoiles, c'est que les Fang proposent une vision particulière du monde. Celui-ci est divisé selon 2 axes horizontal et vertical. Sur le premier axe, la Terre apparaît comme un ensemble de 4 points cardinaux dont les 2 pôles principaux sont Oku, ou l'Est et Enki ou Enkieng ou l'Ouest. Ici, l'espace, comme le mouvement des astres et la plupart des fleuves de la zone Fang, s'écoule d'est en ouest. Le monde est alors conçu comme un grand disque plat entouré d'eau. À cette conception de la dimension horizontale de l'espace s'ajoute une compréhension verticale et une dimension intérieure de l'univers. Dans cette légende, le soleil, la lune et les étoiles nous apparaissent comme déterminés par leurs oppositions. Mais la légende ne nous dit rien sur les rapports que ces astres entretiennent avec les autres éléments du ciel. Ceci peut être expliqué par le fait que les Fang,
comme la plupart des peuples de la forêt, sont d'une ignorance à peu près totale en matière d'astronomie, même s'ils connaissent quelque peu certains éléments du ciel. D'après nos informateurs, les Fang considèrent le Soleil, aussi appelé Nlodzop, littéralement la tête du ciel, la Lune, Ngone, désigne aussi la jeune fille et les menstrues, et les étoiles, Atétéigne singulier Otétéigne la petite ours, Tolo, et la grande ours, Bolo. En plus, les Fang perçoivent comme un ordre entre les éléments du ciel. Ces derniers se superposent les uns aux autres jusqu'à l'être informel Eyoo, comme le précise la généalogie du monde que l'on trouve dans les récits du Mvet. Mais en fait, le ciel, les astres, les phénomènes célestes comme les éclipses ou l'arc-en-ciel ne sont connus et interprétés qu'en fonction de la vie humaine. C'est pourquoi le Soleil, la Lune et les étoiles ne sont pas ici seulement interprétés comme des éléments du cosmos, ce sont des personnages qui peuvent être mis en scène. Mais on ne saurait terminer cette première explication des données du texte sans préciser que, dans ce conte, les Fang expliquent l'origine et l'avènement des phénomènes naturels comme le mouvement du Soleil, ainsi que les éclipses partielles et totales. Seulement cette explication, si elle est suffisante pour celui qui s'accroche au premier niveau, n'est pas la seule car les Fang ne séparent pas l'ordre du monde avec l'ordre de l'homme. En résumé, pour les Fang, la surface terrestre, Si, est un grand disque situé au centre d'un univers qui se prolonge aussi bien sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Dans ce cas, la Terre apparaît comme entourée d'une immense étendue d'eau, Mang ou la mer. Mais elle n'est ni amorphe, ni indifférenciée, elle est orientée selon deux axes, l'axe nord-est et l'axe sud-ouest, cette orientation est symbolique. Là où le soleil se couche, se trouve le pays des immortels 40, là où au contraire il se lève, c'est celui des morts et des fantômes. Telle est la représentation horizontale de l'univers chez les Fang. Sur le plan vertical, il y a comme une superposition de trois espaces reliés entre eux. Le ciel au-dessus de nous où vivent Nzam, les ancêtres en général, rite du sceau, et les ancêtres propres, rite du mélan. Le monde visible ou la terre où vivent les hommes, les arbres et les animaux. Et enfin le monde souterrain invisible dans lequel vivent Evus et les sorciers. Mais il convient surtout de remarquer ici que les idées cosmologiques des Fang, comme ce fut le cas pour d'autres civilisations, empruntent le truchement des métaphores, des contes et des mythes et ne se posent d'ailleurs jamais de façon objective. La mythologie Fang ne sépare pas les symboles et la pensée rationnelle. En effet, de même qu'Héraclite expliquait la logique des choses et des êtres grâce à ses mythes du feu inextinguible et de la guerre mère de toutes les choses, 41, de même qu'Aristote posait l'hypothèse du moteur immobile qui attire et réveille l'amour dans tout être existant 42, de même les Fang ne séparent pas les symboles et la raison. Il propose dans ce conte une théorie de la vie en même temps qu'une règle de connaissance. Toutefois, les motivations humaines ont la prépondérance sur la dimension écologique et sur les rythmes cosmiques. C'est pourquoi on peut dire que la légende du Soleil, de la Lune et des étoiles apparaît alors comme une pensée incarnée. La portée anthropo-cosmomorphique. La légende du Soleil, de la Lune et des étoiles n'a pas seulement, comme nous venons de le voir, une signification cosmologique, elle a aussi, ainsi qu'il est précisé dans le texte, mari et femme, une signification anthropologique. C'est dire donc que les relations humaines sont chez les Fang, à l'image de celles qu'il y a entre le Soleil, la Lune et les étoiles. Mais il ne s'agit pas ici simplement d'aligner les comportements humains sur ceux des astres. Il ne s'agit pas non plus seulement de proposer une cosmologie, il s'agit surtout de montrer en quoi une anthropologie qui explique l'interpénétration du monde d'en haut et de celui d'en bas et qui débouche sur une morale. En effet, le principal ici, c'est que le Soleil, la Lune et les étoiles, même s'ils habitent le ciel, se conduisent avant tout comme des êtres humains. C'est pour cela que les deux mondes sont indissociables. La dualité Soleil-Lune est à l'image de celle de l'homme avec la femme comme celle d'autres formes d'êtres, homme-cosmos, homme-forêt. À ce titre, elle est fondatrice de l'être et renvoie au divin. Rappelons que les Fang désignent le Soleil par un certain nombre de mots dont le plus révélateur est Nlodzop, la tête du ciel. En ce sens, le Soleil apparaît donc comme ce qui assure l'unité entre le monde souterrain des morts et celui du ciel dans la mesure où il plonge sous la terre et en ressurgit. La Lune, au contraire, est désignée par un seul mot Ngon qui signifie à la fois menstruation et jeune fille. Ce rapprochement a été souvent fait par des linguistes tels que S. Gallet 43. À leurs yeux,
Le parallèle frappant entre la période de la menstruation et celle du cycle lunaire permet d'aller jusqu'à les identifier. D'après certaines légendes, on parle aussi de la lune comme de la fille de Enzam, non Enzam. D'ailleurs, selon Pelaburt Tolra, un culte régulier était rendu en l'honneur de la lune dans la région de Minlahaba 44. On le voit, la lune est un personnage divin à qui l'on peut s'adresser et que l'on peut prier. L'autre phénomène naturel qui marque l'imaginaire Fang, mais qui n'est pas explicitement PMFE accent aigu RE accent aigu dans ce texte, c'est l'arc-en-ciel, Ndeutum. Celui-ci est le signe de la présence de Dieu, Nzam, ou de son retour parmi les hommes. Mais il désigne surtout ce pont, ce chemin qui relie l'ici-bas, le monde des fantômes et le ciel. L'arc-en-ciel, c'est enfin cette sorte de serpent mythique qui vient avaler les âmes des morts pour les transporter au ciel. Si ces explications de type cosmologique et anthropologique donnent quelques indications sur le sens à accorder à cette légende, elles ne suffisent cependant pas à épuiser tout son champ de signification. C'est pourquoi si l'on veut vraiment l'expliquer, il ne faut pas oublier qu'elle constitue une réponse philosophique à la nature de l'homme et au sens de sa vie. En effet, si l'on envisage cette légende comme le récit des différentes péripéties d'une vie humaine, on peut dire qu'elle traduit, en son sens le plus profond, l'odyssée de la conscience humaine et fixe les dimensions du Nyamo, c'est-à-dire de l'homme véritablement accompli. Le désir et la raison, l'approche philosophique. Mais ce qui est complexe, dans ce texte, c'est qu'en réalité, on n'est jamais devant une présentation objective de l'ordre du monde, cependant simplement et d'abord devant une mythologie de la nature, devant un effort de spiritualisation du réel qui n'est pas le résultat après coup, d'une connaissance objective des choses et des êtres, mais bien le produit d'une relation implicite avec le réel, d'une prise de conscience de la signification sous-jacente au phénomène. Elle ne s'agira pas vraiment de dire l'ordre du cosmos, mais d'abord de situer le sens de l'homme dans le contexte d'une intelligibilité globale. C'est pourquoi le premier niveau de compréhension de ce texte, parce qu'il est strictement cosmologique, ne saurait suffire à lui seul. Il nous invite de façon radicale à voir dans le soleil, la lune et les étoiles les symboles du mari, de la femme et des enfants. On débouche ainsi sur une perspective sociale. Ce premier niveau d'interprétation, on en retrouve aussi des éléments dans le Bwiti Fang, religion syncrétique qui a su combiner les apports des traditions Fang, Tsogo et chrétiennes. D'après le prophète Ekang Gengwa que cite Bureau dans sa thèse, ce sont le soleil et la lune qui nous commandent et qui nous font, ils commandent la terre et le ciel. C'est la lune qui commande la terre. La lune c'est la femme, le soleil c'est le garçon. C'est la lune qui donne et c'est le soleil qui prend. Le soleil est sec et la lune est humide. La terre a d'abord voulu se faire trop humide et le soleil a dû la sécher. Il faut que les hommes, Viri, donnent un peu de sécheresse et de dureté 45. Cette citation de Bureau est révélatrice de l'importance du symbolisme sexuel qui sous-tend cette légende. Mais il s'agit simplement à ce niveau, de comprendre les relations dialectiques entre les trois astres, ou plutôt de s'intéresser au caractère triadique de cette relation. Ce qui est sûr cependant, c'est qu'une telle interprétation ne suffit pas. Il faut que le regard passe de l'extérieur à l'intérieur. Il faut que l'on retrouve en l'homme l'unité que cache la triplicité. C'est pourquoi le second niveau d'interprétation sera plus anthropocosmomorphique, c'est-à-dire qu'il abolira les frontières non seulement entre le cosmos et l'homme, mais encore à l'intérieur de l'homme lui-même. Lorsqu'on s'attache à décortiquer le système de signes et des valeurs de cette légende, on s'aperçoit que la raison qui y est à lever feu est ouverte à l'imagination la plus haute. La raison ici n'est jamais abordée d'une manière directe. Cette raison qui répond aux exigences conscientes et inconscientes de tout être humain avant toute culture savante, défie les habitudes mentales invétérées sans toutefois parvenir à définir une structure nettement plus circonscrite. Pour une philosophie qui procède d'un champ d'expérience donné, ou comme dirait Périqueur, de quelque part, la raison n'a pas à rechercher l'universalité dans la perspective de l'impersonnalité, elle ne peut s'isoler de ses noyaux de sens, de ces significations centrales qui organisent toute culture humaine et ici la culture Fang. Tout se passe donc comme s'il y avait au départ des significations disponibles que le conteur dans cette légende cherche à dire et même à épuiser. La raison mythique, à l'image de ce qu'en disait Lévi-Strauss, est bricolage 46 et non pas simplement théorique,
Elle n'a donc rien à voir avec la raison de type ontologique dont la philosophie occidentale s'est faite le berger 47. Car une vérité qui ne met pas vraiment en cause le sujet qui s'interroge, nous apporte certes des informations sur l'ordre des choses ou sur l'enchaînement objectif des idées, mais elle ne répond pas de manière radicale à nos propres interrogations sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure et sur Dieu. Elle n'a pas valeur d'accomplissement et de libération. C'est pourquoi le propre de cette légende, et des autres qui suivront d'ailleurs, lorsqu'on veut bien l'analyser, est de faire éclater les grilles de l'intellectualisme ou de la culture savante et les systèmes ordinaires de pensée. C'est alors qu'elle débouche sur la transcendance du sens par rapport à son expression. Ici, le sens déborde la pensée. Du coup, on comprend alors qu'un même texte puisse délivrer à la fois un sens cosmologique, un autre plus moral et plus anthropologique et enfin un sens plus philosophique. C'est ce que vérifie la légende du soleil, de la lune et des étoiles. Celle-ci tente de circonscrire les catégories symboliques du pur et de l'impur, de l'errance et de l'échec à travers les relations hommes-femmes et les relations parents-enfants. Interpréter philosophiquement une telle légende, c'est donc renvoyer à une mentalité symbolique propre, à ces noyaux de sens qui conditionnent la culture Fang. Ici, dans la nature comme dans le ciel, tout est symbole, mais ce dernier ne nous parle que dans un ordre que la légende met en scène. Si l'on veut bien la comprendre comme une méditation sur la conscience de soi, il faut désormais l'interpréter quelque peu à l'image de ce que pourrait en dire le sage et l'initié. Comment cette explication est-elle illustrée dans notre texte ? Lorsqu'on observe la légende du soleil, de la lune et des étoiles, il est aisé de s'apercevoir qu'on pourrait la lire sous l'angle de l'individu. 3 phases organisent cette légende observée en elle-même. La phase du bonheur ou de la cohésion à l'ombre du soleil, celle du désordre ou de la chute avec l'avènement du riche et enfin celle du déséquilibre perpétuel. Au niveau de l'individu, ces 3 phases se retrouvent dans l'évolution de l'homme et même de l'individu en tant que tel. Elles sont de 3 ordres, cosmogénique, schizogénique et autogénique. La première phase, nous l'appelons cosmogénique, dans la mesure où elle présente des caractéristiques qui peuvent être centrées sur le groupe du continu. Au commencement, le soleil et la lune étaient mari et femme. Ils vivaient unis et eurent beaucoup d'enfants. Les enfants du soleil et de la lune, on les appelle étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles ne mangent pas les mêmes aliments que nous, leur nourriture c'est le feu, et c'est pourquoi ils brillent. Au commencement, le soleil et la lune étaient mari et femme. Expliquons. Dès la création du monde, au commencement, le soleil et la lune étaient mari et femme. L'homme non seulement rassemble en lui toutes les richesses et celles de la femme, mais encore il est fécond, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir beaucoup d'enfants étoiles qui lui ressemblent. Identité de nourriture, le feu et qui sont lumineux. Sur le plan symbolique, le feu est l'autre mot de l'esprit. À titre d'illustration, rappelons que le feu Ndwayne tient une place symbolique et rituelle importante dans le bouddhisme syncrétique Fang. Il y est généralement entendu comme le sang de Dieu. Il est ensuite lié à la purification qui intervient à l'autre extrémité de l'existence. Le feu est enfin le symbole de la lumière, il est comme l'eau de l'esprit, Medzim Menesissim. C'est lui qui constitue la nourriture supérieure de l'homme accompli 48. Si le soleil, la lune et les étoiles ont pour nourriture le feu, cela veut dire que le feu est bien d'abord le moteur de la régénération périodique, et ensuite le purificateur et le diffuseur de la lumière et de la chaleur. En ce sens, l'homme véritable, c'est celui qui est feu. Dans notre légende, l'homme véritable, le Nyamo au stade initial, est plein et participe à la vie de l'esprit et à la totalité. À ce stade, il vit heureux, il est Nyamo, c'est-à-dire la mère homme, l'homme mûr, l'ancien, l'homme unifié, l'homme accompli. Pour le Fang, le Nyamo représente l'homme équilibré entre les principes mâles et femelles. À ce titre, le modèle de tous les Nyamo est Dieu ou Onzam lui-même. Mais l'homme n'est pas resté ainsi depuis la création. Il s'est mis à agir et par conséquent il s'est exposé à la division, n'étant plus capable dès lors qu'il est au monde de retrouver son intégrité originelle. La deuxième phase que nous qualifions de schizogénique est la phase de désagrégation. Elle se caractérise par la division et la séparation d'avec le magma et l'équilibre originel. Mais cette séparation n'a rien encore à voir avec la différenciation, elle souligne simplement la dualité en tant qu'opposition au milieu originaire. En effet,
si l'on veut bien revenir à notre compte, on s'aperçoit que la lune s'en va, se détourne du soleil, elle répond ainsi aux avances du riche. Cette phase se manifeste donc comme celle du débordement vital, anarchique et confus du soleil. Autrement dit, parce qu'il vit en société, l'arrivée d'un chef riche et puissant, l'homme-soleil devient jaloux de la richesse des autres et de leur capacité de séduction. La société est à ce titre la première cause du désordre. Quoi de plus naturel pour le Fang d'énoncer ainsi que c'est la fuite de la femme ou du principe femelle qui introduit la division dans l'unité du Nyamo et de la famille, soleil, lune, étoile. En procédant ainsi, la femme se sépare du principe d'ordre qu'est l'homme-soleil. Et en la perdant, l'homme perd son unité et sa force originelle. H ne se pense plus comme l'unité du tout, mais comme un individu qui s'oppose à d'autres. C'est pour lui, le stade de la division et de la déchéance. Dès lors, il va errer d'action en action tentant de retrouver son unité originelle. Désormais, il vit dans la discontinuité, la délimitation et la régulation. La troisième phase que le conte n'indique pas vraiment, est celle de la relance de l'expansion dans une continuité ordonnée. Et la poursuite continue ainsi depuis longtemps, longtemps. Mais un jour viendra où elle aura une fin, car après tout, c'est l'homme qui est le matière, et c'est lui qui doit avoir raison. Sans cela, les choses ne seraient certainement pas bien. Ainsi, alors que dans sa phase initiale, le Soleil ne se différenciait pas de la Lune, dans la troisième phase, l'un et l'autre sont séparés et vraiment divisés. Cette dernière phase est autogénique. Ici l'homme véritable doit s'engendrer lui-même, exister par lui-même. Le véritable Nyamo, c'est celui qui saura établir une hiérarchie entre ces différentes parties et une unité dont le centre est la raison. Mais c'est aussi celui qui saura percevoir et vivre son autonomie. À la dualité schizogénique qui l'opposait à la Lune, aux étoiles, c'est-à-dire aux autres, à soi-même et au monde, fait place une relation dynamique entre ces êtres et lui, et entre lui et lui-même. Le bien MVOA consiste dans l'ordre et la hiérarchie. En conséquence, être un homme accompli, c'est reconquérir l'unité dans la hiérarchie des valeurs constitutives de l'être. L'homme, condamné à vivre divisé au plus profond de lui-même à cause d'une activité qu'il ne maîtrise plus ou pas parfaitement, doit sans se lasser consacrer son existence à se redonner cette unité qui lui échappe. Le sens de sa vie, il ne peut le trouver que dans cette quête et non pas dans l'immobilisme qui est le signe de la mort spirituelle. Cette légende montre en fait que l'homme véritable, c'est celui qui a réalisé et expérimenté les trois phases de l'être. Dans la première, il est plein, voire tyrannique. Dans la seconde, il est divisé, situé à l'extérieur de lui-même. Enfin, dans la troisième, il s'est régularisé et il est accompli. La légende du soleil, de la lune et des étoiles souligne, et ce même mouvement pourra être vérifié dans les autres contes et légendes que nous proposerons plus loin, une certaine symbolique génétique dans la compréhension que le Fang fait de l'être humain 49. En outre, le passage à propos de cette légende, de l'explication cosmologique à l'explication anthropologique et métaphysique montre que le monde invisible est premier et qu'il confère le sens aux autres êtres. Ce monde, c'est celui que ne perçoit pas l'homme simple, Zesmo. Pour les Fang, Dieu Zamba Nzam Ntondobo est au ciel et l'homme est sur terre. Ils sont chacun chez soi. C'est pourquoi les hommes doivent s'aider entre eux s'ils veulent conquérir leur unité perdue. Les phénomènes naturels, l'univers n'ont de sens que relativement à l'homme. Ils sont des signes pour l'homme. La vraie nature n'est ici ni une donnée dont l'homme pourra saisir le secret, ni une puissance qu'il peut dominer. Elle puise son sens dans ce qui est au-delà, dans la vie de l'esprit. Elle est au-delà des apparences, du visible. En contemplant les phénomènes naturels, l'homme s'élève à la pensée. La légende du soleil, de la lune et des étoiles pose la nature comme une médiation, comme une étape qu'il faut dépasser pour accéder à l'absolu. Il est intéressant de noter que les éléments n'apparaissent pas comme des choses, mais que leurs articulations décrivent l'itinéraire de l'homme en quête de son unité. L'âme n'est donc pas subordonnée à la nature, elle est nature et c'est dans ce sens qu'elle est invitée à retrouver son unité, son intériorité. L'initiation, démarche philosophique par excellence, en ce qu'elle manifeste le désir d'ordre et de paix, MVOA, n'est pas, comme ont voulu le croire certains anthropologues avides de solutions faciles, le lieu de la révélation de quelque mystère, celui de la magie. Elle implique ici la reconnaissance de la plénitude et la forme pure de la spiritualité. Pour qu'elle ait lieu,
Il faut que l'homme surmonte sa division intérieure. L'initiation n'est donc pas tant la connaissance des lois du monde invisible que la réaffirmation de soi, de son équilibre, la reconquête de sa pureté originelle dans l'ordre de la nature. Elle se présente comme un art spirituel qui, tout en nous portant au dehors, nous fait prendre conscience de ce qui nous est le plus intérieur. Cette expérience est tout opposée à l'aliénation. Elle est l'anti-RE accent aigu E en possession de l'esprit par soi. Elle est fondamentalement spirituelle. Il est remarquable que pour les Fang, cette disposition est celle qui cependant nous ordonne à la nature. Cette dernière n'est pas considérée en elle-même, mais au-delà de sa réalité donnée, en sa signification métaphysique originaire. Les racines du désir, l'approche psychanalytique. Une lecture psychanalytique de cette légende révélerait tout le travail d'élaboration du désir. Certes, l'analyse philosophique de ce texte indiquait déjà une interrogation sur l'homme et ses fondements ou plutôt ses désirs. Mais elle nous dit très peu de choses sur la cause de nos désirs, et sur l'intrication de ceux-ci avec le désir des autres. Or la psychanalyse des récits de fiction peut être un témoignage précieux, qui montre comment cette légende trahit les présupposés de l'homme Fang quant à ses désirs. L'expérience psychanalytique nous apprend qu'il existe un lien dialectique entre le fait d'être un sujet suprêmement désirant, et celui d'être soi-même objet de désir. Freud a suffisamment montré comment la mutation irréversible du besoin dans le champ de l'anthropogenèse entraîne, en même temps que la perte irréparable de l'objet, la constitution d'une figure déterminée du désir 5 ans. Dans la légende du soleil, de la lune et des étoiles, le désir de la lune est souligné par le caractère pressant et inextinguible du besoin d'une relation amoureuse hors mariage, avouée et libre. Mais en plus et surtout ce désir vise en fait à reconstituer l'expérience de la première relation amoureuse avec le soleil. On comprend alors que le riche ne soit qu'un prétexte et ne soit mis en scène qu'une seule fois. Le besoin d'amour a beau se transformer en désir, tout se passe comme si le désir conservait l'objet du besoin, persistant alors à rechercher ce qui était originairement bénéfique à cet être démuni au départ qu'est la lune. On comprend alors en quoi le désir de la lune est illusion ou plutôt en quoi il s'invente des substituts, dont le premier est le riche et le second les étoiles. Mais chaque nouveau but du désir ne cesse de contredire sa pureté. L'objet du désir de la lune est plus intérieur qu'extérieur. En clair, il y a comme une peur terrible de l'homme Fang devant la femme. C'est du moins la leçon que révèlent les initiés du Bhuiti. Cette vie n'est pas pour l'homme, cette vie est pour la femme. L'homme ne fait que donner un coup de main à la femme. 51. Au vu de cela, il y a une ambiguïté sur la situation de la femme dans la pensée sociale Fang. D'une part, la femme est valorisée parce que c'est elle qui apporte la vie. D'autre part, elle est destructrice parce que c'est elle qui est à l'origine de la jalousie et de la mort, confère mythe de Lévus que nous étudierons plus loin. Dans notre légende, le soleil cherche avant tout à s'accaparer le mystère de la vie qui est le propre de la femme. En cherchant à manger les étoiles, il veut, comme Chrono dans la mythologie grecque, dépasser en quelque sorte la division des sexes et atteindre l'androgynie originaire qui est le symbole de la béatitude. On pourrait être plus précis, lire cette légende comme une sorte de psychopathologie Fang du couple. Selon l'idéal que cette légende pose dans la phase initiale, cette relation serait totalitaire, narcissique et constructive. Totalitaire d'abord dans la mesure où, dans la phase initiale, le Soleil et la Lune vivent une relation de communication totale. Ici, lorsque le premier fournit son énergie, la seconde brille et leurs enfants luisent. De son côté, la Lune, comme un miroir, en reflétant la lumière du Soleil, lui renvoie son image intégrale. Nous sommes alors dans un climat de revalorisation narcissique réciproque, mais cependant orienté par le Soleil. Dans la phase initiale, c'est un besoin d'échange fondamental qui les pousse à sortir de leur solitude pour recevoir et procréer. Seulement, cette légende montre que si la phase initiale leur permettait de repousser leurs limites propres, dans la seconde phase, dès que survient le riche, la Lune sent ressurgir en elle des désirs nouveaux ou bien par contraste, mesure les limites de sa vie de couple. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.